Merci beaucoup d'être avec nous sur LCI. Soyez les bienvenus, c'est l'heure du grand dossier. Et notre enjeu ce soir, le voici, frapper nos soldats, la menace de Poutine. Il menace nos forces, pour lui des cibles légitimes en cas d'interventions étrangères en Ukraine. À quel point faut-il prendre ces menaces, ces intimidations au sérieux et comment s'y prendrait-il pour nous toucher nos soldats? Et ces menaces, et si elles étaient efficaces? Et si elles parvenaient à décourager ceux qui doutent encore, faut-il reculer face à ces mots? Et puis, s'il parvenait à décourager celui qui est peut-être déjà en train de nous lâcher, Donald Trump, vous verrez dans un instant qu'il ferme les vannes de l'aide militaire aux pays baltes. En tout cas, Vladimir Poutine a tenu à répondre en personne aux 26 qui ont dit hier « Nous sommes prêts ». Regardez. Quant à la présence éventuelle de contingents militaires en Ukraine, c'est l'une des causes profondes de l'implication de l'Ukraine dans l'OTAN. Par conséquent, si les troupes occidentales mettent les pieds en Ukraine pendant les hostilités, nous partirons du principe qu'elles seront des cibles légitimes. Исходим из того, что это будут законные цели для их поражения. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie de saluer mes invités sur ce plateau ce soir. Bonsoir Christine Dugouin-Clément, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheuse associée de la chaire Risque à l'IAE Business School Paris 1, la Sorbonne. Bonsoir à vous, Général Nicolas Richoux. Je suis ravie de vous retrouver. Il y avait longtemps, n'est-ce pas? Ravi, vraiment. Ancien commandant de la 7e brigade blindée. Bonsoir Gallagher Fenwick. Ravi également de vous retrouver sur ce plateau. Vous êtes grand reporter spécialiste des questions internationales. Bien sûr, ravi également Magali Barthez. Vous êtes éditorialiste international. LCI, le grand dossier avec cet enjeu, frapper nos soldats à la menace de Poutine, c'est parti. Et d'abord, pour tout mettre sur la table, se rappeler que ces mots-là, ils font écho à d'autres propos tenus il y a quelques mois déjà. Vous le verrez, la menace est persistante. Regardez par la voix de la conseillère diplomatique, la porte-parole du Kremlin. Si les Français apparaissent dans la zone de conflit, ils deviendront inévitablement des cibles pour les forces armées russes. Voilà, donc maintenant ça se répète, ces menaces-là, à quel point faut-il les prendre au sérieux? Écoutez, déjà, ce sont les lignes rouges qui nous tracent depuis 2022. Si vous faites ceci, la réponse sera foudroyante. Si vous faites cela, la réponse sera foudroyante. Et puis, en fait, tous les plafonds de verre ont été brisés et donc il n'y a pas eu de réponse foudroyante. Alors, je pense qu'ils hésiteraient effectivement à deux fois avant de taper les forces occidentales parce que ça fait vraiment monter aux extrêmes. En revanche, je doute un petit peu du courage des Occidentaux pour passer outre ce genre de menaces. Donc ce genre de menace, c'est déjà une crainte. Ça veut dire qu'ils craignent quelque chose. Les Russes sont pas tout à fait bien assis et véritablement craignent vraiment de nous voir arriver. En revanche, de l'autre côté, avec la coalition des volontaires telle qu'on l'a vu à Paris ces derniers jours, je suis pas du tout persuadé que ça ne fasse pas effet sur un certain nombre de nos partenaires. Pas forcément la France ou le Royaume-Uni, mais d'autres partenaires. Voilà. Justement, ce sera au cœur de nos enjeux parce qu'on sent bien qu'il y a là une faiblesse, qu'il a peut-être appuyé là où ça fait mal, malgré tout, Vladimir Poutine. Mais d'abord, regardez ces mots de Volodymyr Zelensky dans Le Point, interview à retrouver dans l'édition de cette semaine. Si l'Europe est forte, il ne fera probablement rien, Poutine. Mais si elle est faible, alors elle subira les actions de la Russie. Tout est là ? Oui, mais c'est ce que ne cesse de marteler Volodymyr Zelensky. Les Européens ont bien compris que de toute manière, en effet, l'Ukraine était un rempart et qu'ils avaient évidemment intérêt à la soutenir pour empêcher Poutine d'aller plus loin. Mais en même temps, il est certain qu'il y a une faiblesse. Il y a une faiblesse des opinions publiques qui ne veulent pas aujourd'hui envisager un déploiement, ou en tous les cas qui redoutent ce déploiement. Et c'est vrai que Poutine l'a bien compris. Donc il joue justement sur les faiblesses de l'Europe. Il appuie là où ça fait mal. Il essaye de diviser les Européens. Et puis il essaye de frapper au cœur les opinions publiques européennes. Parce que, en effet, il y en a beaucoup qui ne veulent pas envisager des troupes au sol s'il n'y a pas le soutien américain, il y a
en fait, un objectif de Poutine, c'est toujours de nous intimider. Oui. Depuis le début, c'est l'objectif pour éviter justement une Europe puissante. Mais je sais qu'à chaque fois qu'on pose ces enjeux-là, il y a des téléspectateurs qui nous regardent en se disant encore le catastrophisme, on joue à se faire peur et on rentre dans le panneau en fait en mettant en avant ses propos. Il veut nous faire peur et nous, on est là à relayer cette peur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Faut se poser toutes les questions. Hein. Moi, je pense, oui, vous avez raison de le faire, que Vladimir Poutine en fait est une sorte de réflexologue géopolitique. Qu'est-ce que j'entends par là ? Et je traduis vos propos, vous dites il appuie là où ça fait mal. Donc au sens premier, physique du terme, il identifie des thématiques qui sont pour nous fragiles. Le conflit israélo-palestinien, les divisions politiques internes à la France, l'aversion au risque, la notion de l'engagement de nos soldats et leur éventuel décès sur un théâtre d'opération. Toutes ces thématiques sont identifiées et elles sont exploitées par Vladimir Poutine qui, comme un réflexologue, appuie afin que la douleur irradie à l'intérieur de nos sociétés et en cela nous paralyse et nous empêche. Sur cette thématique-là, en l'occurrence, il y a une forme de constance et de cohérence chez Vladimir Poutine, mais qui ne doit pas nous intimider. Qu'est-ce que j'entends par là ? Il a fait, ce sont les chiffres qui sont circulés par la diplomatie française et d'autres, mourir, disparaître et blesser 1 million de Russes en l'espace de quelques années afin d'empêcher l'Ukraine de rentrer dans l'OTAN. Donc, laisser l'OTAN rentrer dans l'Ukraine, ce serait un immense aveu de défaite. Maintenant, et je conclue par là, quand Vladimir Poutine dit « si vous venez en Ukraine, vous serez des cibles légitimes », il faut à cette menace répondre sereinement que s'il fait de nos soldats des cibles, les siens le deviennent pour nous. Les forces que nous envoyons, nous enverrons en Ukraine, ne sont pas là pour faire la guerre à la Russie, elles sont là pour maintenir la paix. Si ces forces décident de nous faire la guerre, elles deviennent à leur tour des cibles. Christine Dugouin-Clément, il faut les balayer d'un revers de main, ces intimidations de Poutine, ou il faut commencer à les prendre un peu au sérieux, mais réellement, concrètement parlant, se dire que vraiment, il pourrait nous frapper. Concrètement parlant, ce que je trouve assez intéressant, c'est que justement le fait d'avoir ce qui est la formule des boots on the ground, donc d'avoir des hommes sur le territoire ukrainien, est normalement corrélé à un cessez-le-feu. Or là, il est déjà en train d'expliquer, puisqu'il ne veut pas de cessez-le-feu, il est déjà à l'étape d'après, il est déjà en train de vous dire cessez-le-feu, il n'y aura pas. Et en fait, c'est lui qui se projette dans un affrontement direct en n'allant même pas sur cette approche de cessez-le-feu. Et ça, c'est un point qui me paraît quand même important, puisque dans cette déclaration où il se présente quand même régulièrement comme étant l'acteur raisonnable, comme étant quasiment le faiseur de paix, le défenseur des peuples, eh bien on voit qu'on est à l'opposé de cela. Puisque, et ça a toujours été quelque chose de martelé, oui, force de défense de paix, ça a été redit, et dans le cadre d'un cessez-le-feu à minima. Or, il n'est absolument pas dans un cessez-le-feu, ça va même beaucoup plus loin. Si on regarde les déclarations récentes, il a remis en avant le fait que le président Zelensky n'était pas légitime, que toute déclaration avec lui serait, je crois que l'expression était « a road for nowhere », quelque chose comme ça dans la traduction, une route vers nulle part. Donc, il exclut la totalité de pouvoir signer un cessez-le-feu avec l'Ukraine, ce qui est la demande occidentale de toute manière. Il pousse sur la reconnaissance des territoires, il refuse le cessez-le-feu en disant « mais nous allons aller sur l'affrontement ». Donc, on va même au-delà. En fait, on est au-delà de la réflexologie, à mon humble avis, puisqu'on n'est même pas appuyé où ça fait mal, on est appuyé sur la peur que cela fasse mal, dans la prévision de « je vais aller sur de la guerre ». Et c'est ce que l'on fait de manière régulière. On joue à chaque fois du choc et de l'effroi. Et c'est la même chose quand on annonce des armes. Quand on vous appelle l'étoile de la mort ou ce genre de choses, les mots ont un poids et on est clairement dedans. Il y en a un qui certainement craint que ces mots fassent leur effet et découragent certains, c'est Volodymyr Zelensky, qui dit ces dernières heures « ces militaires devraient se compter en milliers, c'est un fait ». Regardez. Encore une fois, je ne parlerai pas de chiffres, mais il est important que nous en discutions. Certes, ce ne seront certainement pas des chiffres à un seul chiffre, mais des milliers. C'est un fait. Mais il est encore un peu tôt pour en parler. Direction, sans tarder, l'Ukraine pour vous retrouver. Ma Barrier, vous êtes sur place avec Vincent Wartner. Merci beaucoup à tous les deux. On vient d'entendre les mots de Volodymyr Zelensky. Craint-il que cette fois les mots de Poutine, craint-on du côté de Kiev que cette fois les mots de Poutine finissent par décourager ceux qui doutent, ceux qui ont peur ?
Écoutez, ici, les Ukrainiens ne sont pas surpris par ces propos. Ce n'est pas la première fois qu'ils entendent Vladimir Poutine dire que selon lui, c'est intolérable d'avoir des troupes étrangères sur le sol ukrainien. En fait, et s'ils y croyaient à ces garanties de sécurité, puisque c'est ça aussi qui est la question ici, si seulement cela devait arriver, ils pensent surtout que les Européens vont surtout dépendre du bon vouloir de Donald Trump. Ici, les Ukrainiens sont donc plutôt suspendus aux lèvres du président américain qu'à celle de Vladimir Poutine en Russie. Et puis, comme je vous le disais, les soldats ici, ils ont du mal déjà à parler concrètement de ces garanties de sécurité, puisque cela voudrait dire qu'un accord de paix aurait été trouvé au préalable avec la Russie. Et de ce qui nous remonte du front dans le Donbass, les soldats, vraiment, ils n'y croient pas, ils sont dans le concret, eux, ils se battent, ils demandent un renforcement des moyens, ils demandent des munitions, des drones pour continuer à se battre intensément jusqu'à novembre. C'est ce qu'ils prévoient, puisque les troupes russes continuent de s'amasser là-bas. C'est pour vous dire vraiment à quel point les garanties de sécurité, c'est pas du tout au centre de l'actualité ici. Pour vous dire enfin une dernière chose, dans la presse locale, ici, on parle plutôt de ces sanctions économiques qui ont été évoquées par les Européens. C'est là-dessus que les yeux sont plus rivés contre la Russie, puisque, bien selon eux, ce serait une piste plus envisageable, ou en tout cas qui leur donne plus d'espoir que de continuer à suivre ces réactions à l'international sur les garanties de sécurité et les troupes étrangères qui pourraient être déployées ici sur le sol ukrainien. Merci beaucoup, Emma Barrier avec Vincent Wartner. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais vous mettre sur la table la question qui pique un petit peu de temps en temps. Est-ce qu'on se met en risque ? Est-ce qu'on se met en risque, les 26, les Occidentaux, les Français en particulier, avec ces différentes déclarations, avec ces promesses de présence en Ukraine si cessez-le-feu il y a, et est-ce que c'est trop risqué au regard des déclarations de Poutine ? Vous savez, certains nous regardent, j'aime bien y faire référence quand même, il y a des gens qui nous regardent et qui le pensent. Mais écoutez, si on y va, forcément, il y aura un risque. À partir du moment où on va sur un théâtre d'opération, moi j'étais en Afghanistan, il y a des risques. Donc là, à partir du moment où il faut assumer les risques. Maintenant, va-t-on y aller ? Très franchement, moi, je ne sens pas la post-combustion. Pour le moment, on n'en est pas là. On en est dans la réflexion. Et quand on parle du nombre de soldats qu'il faudra engager, là, on peut en reparler. Moi, je vous dis que si on met 10-15 000 personnes, ça sera le mieux qu'on pourrait faire. Et je ne suis même pas certain qu'on l'atteigne. Et avec 10-15 000 personnes, ce n'est pas la peine d'y aller. Si vous voulez dissuader Vladimir Poutine, je rappelle qu'en Corée du Sud, force de réassurance américaine depuis 1953, ils en ont 50 000 sur un front qui fait 250 km de large. Là, vous avez 1200 km de front. Donc là, il vous faudrait mettre, si vous voulez, peut-être dans l'idéal de 200 000 personnes, mais de toute manière, à moins de 50 000, vous ne dissuaderez pas Vladimir Poutine. Donc il faudra d'abord savoir si on est capable de faire ça. Et ensuite, il faut s'interroger sur le mandat. C'est ça la question centrale. Quel mandat ? Si c'est pour être dans des camps, comme moi je l'ai vu avec la MINUSMA au Mali, où les gars ne sortent pas de leur camp, pendant que les Français, eux, allaient chercher le djihadiste, et puis que les autres ne sortent pas de leur camp, c'est pas la peine d'y aller. Là, on va être l'impuissance, comme ça s'est passé en 95 en Bosnie, l'impuissance, comme on le voit avec la finule au Liban. Il faut avoir un mandat fort, c'est-à-dire un mandat qui dit si on nous tire dessus, on riposte et on est capable de s'adosser aux forces ukrainiennes si jamais elles sont attaquées. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on est capable et prêt à faire aujourd'hui ? J'en suis pas du tout persuadé. Tout ça est très brouillon pour vous ? Pour moi, ça reste très brouillon et très imparfait, et je pense qu'il y a beaucoup de déclarations de bonne volonté, mais je le dis par expérience, j'ai tellement vu, moi, d'États membres de l'Union européenne se dégonfler au moment de partir en opération, que je dis que l'affaire est loin d'être... Mais à vous entendre, il n'y a pas de quoi inquiéter Poutine, en fait. Il n'y a même pas de quoi le faire réellement réagir. Il est quand même inquiet, puisqu'il est inquiet, puisqu'il commence à nous menacer. Quand on commence à menacer, c'est qu'on n'est pas tout à fait sûr de sa puissance. Ça, c'est positif. En revanche, la capacité de se fédérer sans les Américains, moi j'en doute aujourd'hui. Et les Américains, on voit bien que c'est un jour blanc, un jour noir, et un jour ils sont avec nous, un jour contre nous, et un jour ils se désengagent des pays de l'Est, ils leur lèveront plus d'armement, et après ils nous disent qu'ils vont faire quand même la réassurance. On ne sait pas où on en est avec Donald Trump, permettez-moi de vous dire. Oui. Vous le savez, j'insiste encore une fois, certains se posent la question, pouvons-nous, au nom de garanties de sécurité pour l'Ukraine, prendre le risque d'être dans l'affrontement direct avec la Russie ? Voilà. Et à ceux qui se posent la question, vous répondez aujourd'hui, Gallagher Fenwick ? Une autre question. Si nous ne prenons pas ce risque et que nous prenons l'autre, celui d'une défaite ukrainienne, quelles en sont les conséquences ? Et donc, effectivement, il ne faut pas mentir aux gens, envoyer des hommes, des femmes en uniforme sur un théâtre d'opération, même après un accord de paix, ça comporte des risques. Des risques d'abord pour ces hommes et ces femmes qui servent sous les drapeaux, mais ne pas le faire, c'est prendre plusieurs risques qui sont peut-être plus graves encore. Parce qu'une défaite de l'Ukraine, on l'a beaucoup dit sur ce plateau, mais il faut constamment le répéter, c'est une défaite
promesse européenne, celle de défendre l'Ukraine, qui souhaite adhérer à ce que nous proposons en tant que projet de société. Ça va entraîner le délitement d'une Europe, d'une idée, puisque si mon Europe n'est pas capable de remplir ses promesses fondamentales, alors à quoi me sert-elle ? C'est bien beau de faire un espace de libre circulation des biens et des personnes, même cela est fragilisé aujourd'hui. Donc mécaniquement, la défaite a des conséquences bien plus graves qu'un éventuel engagement, je crois en tous les cas. Les prises de parole du côté du Kremlin se sont multipliées, pas que Poutine, Peskov aussi s'y est mis, regardez. Le parti belliciste européen maintient sa tendance principale et ne se calme pas. Cela contraste fortement avec l'approche adoptée par exemple par notre président Poutine et avec le président américain Trump, dont les efforts pour pacifier le processus sont difficiles à surestimer. Et nous leur en sommes reconnaissants. Les Européens entravent ces efforts. Ils mettent des bâtons dans les roues. Ils cautionnent et probablement encouragent le régime de Kiev à poursuivre son intransigeance absolue, absurde. C'est une grave erreur. Cela ne servira à rien pour le régime de Kiev. Je vous soumets au même exercice. Encore une fois, certains disent tout ça, nos plans là, pour la presse, c'est s'il y a un cessez-le-feu. Or, pour avoir cessez-le-feu, il faut qu'il vienne à la table des négociations Poutine. Or, si on le braque, il ne viendra pas. Bref, on se tire une balle dans le pied. Mais braqué ou pas braqué, il ne viendra pas. Il ne viendra que si vous êtes dans l'acceptation complète et totale de ce qu'il est donné, c'est-à-dire la négociation d'une capitulation ukrainienne. Et ça, c'est au premier niveau. Et peut-être pour un petit peu rebondir sur ce qui vient d'être dit. Quels sont les risques si on ne bouge pas? On a une Russie qui, depuis maintenant quelque chose comme 2 décennies, teste régulièrement les résistances de ce qu'elle considère comme étant des compétiteurs, des adversaires ou des ennemis. Vous prendrez la gradation que vous voudrez, sachant qu'elles peuvent varier en fonction des moments et des contextes. Là, on a une prise de position qui est cette coalition, et là, elle va être testée. Donc, bien évidemment, le simple fait de faire ces déclarations, est-ce que vous vous maintenez ou pas, on est dans ce qui était dit tout à l'heure, c'est même pas d'appuyer où ça fait mal, c'est d'appuyer sur de l'aversion au risque. C'est quelque chose que la Russie fait de manière régulière. Et encore une fois, intégrer le risque et que l'on l'évalue, qu'il soit effrayant, c'est quelque chose de légitime. Mais il y a un jeu qui se fait là-dessus. Or, au-delà de ça, ce que ça amène, c'est de dire on change complètement l'histoire, le paradigme des faits. Là, Peskov, on est habitué un petit peu à ce qu'il vous dit, mais quand il nous dit qu'il y a des efforts qui sont extrêmement importants faits pour la mise en place de la paix, non, c'est pour la victoire de la Russie, c'est pas tout à fait la même chose. Quand on nous dit la position déraisonnable de l'Ukraine, oui, l'Ukraine qui veut garder sa souveraineté, qui veut garder son territoire, qui voudrait que ses enfants ne soient pas emmenés en Russie et qui voudrait éviter que les gens meurent. Bon, ça peut se discuter. Donc on est quand même sur cette inversion-là. Au-delà de ça, ce que l'on voit, c'est non seulement un pays qui va utiliser d'autres méthodes de conflictualité, que ça soit de l'influence qui vont directement viser les populations civiles, en clivant, en polarisant, en semant du trouble, et qui essaye de vous proposer un changement des règles internationales, un changement des règles qui régissent le monde dans lequel vous et moi avons eu la chance de grandir. Si on dit non, est-ce que ces règles changent? Est-ce que l'on est d'accord pour que ce soit d'autres règles qui président dans les années à venir? C'est peut-être la question qu'il convient de se poser. Magali Barthez. La question, c'est est-ce que ces menaces marchent? Est-ce que cette intimidation fonctionne? Tout l'enjeu. C'est ça, en fait, tout l'enjeu. Et c'est là où le test. Et je pense que dans certains pays européens, ces intimidations, elles fonctionnent. Alors là, la France... Aujourd'hui, on sent une opinion publique qui est assez divisée quand même sur cette question. Ça dépend de la manière dont vous posez la question. Alors, en effet, ça dépend de la façon dont vous posez la question. Si vous posez la question, est-ce que vous voulez envoyer des troupes au sol dans le cadre d'un accord de paix? Là, les Français disent plutôt oui. Si c'est hors accord de paix, alors là, c'est carrément non. Mais c'est vrai que le modèle aujourd'hui posé par le président français, c'est vraiment après un cessez-le-feu. Mais il y a d'autres sociétés. Moi, je pense à l'Allemagne, par exemple, où on avait un chancelier allemand, nouveau chancelier Merz, qui est arrivé en ayant un discours assez offensif et qui détonnait quand même par rapport à la politique allemande, et finalement qui rétropédale, et même hier, qui a un discours beaucoup plus modéré après la conférence de presse d'Emmanuel Macron et de Volodymyr Zelensky. Parce que, oui, cette intimidation, elle inquiète notamment les pays qui sont davantage en première ligne. Alors, je pense que vous serez plutôt d'accord avec Mark Rutte qui dit en somme, c'est le secrétaire général de l'OTAN, qui dit en somme, cessez de donner trop de pouvoir à Poutine.
L'Ukraine est une nation souveraine. Si l'Ukraine souhaite disposer des forces garantissant sa sécurité afin de soutenir la paix, c'est son choix. Personne d'autre ne peut en décider à sa place. Et je pense que nous devons vraiment cesser de donner trop de pouvoir à Poutine. Il est le gouverneur du Texas, rien de plus. Ne prenons donc pas cela trop au sérieux. Alors, c'est une déclaration qui était avant les propos de Poutine du jour, mais d'une manière générale, ça tient quand même. Il faut se dire, oui, qu'il n'est que le gouverneur du Texas, parce qu'en gros, il serait à la tête d'un pays qui ne vaut pas plus qu'un État américain en termes d'économie, etc. Le gouverneur du Texas avec 6000 têtes nucléaires, donc c'est pas tout à fait la même chose non plus. Et le gouverneur du Texas qui ferait 17 millions de kilomètres carrés. Et un gouverneur du Texas qui a quand même des relations internationales qui sont assez colossales avec Xi Jinping, avec la Corée du Sud, avec l'Inde, etc. Donc il ne faut pas trop relativiser non plus, quoi. Du sommet de Shanghai. Donc ça c'est complètement exagéré. Ce qu'il dit dans l'idéal, il a raison. Il faudrait ne pas... Mais dans réel politique, son truc, ça ne marche pas. Voilà, c'est tout. Donc il faut quand même le dire. On continue d'en parler. Poutine appuie-t-il là où ça fait mal? Certes, il y a eu l'annonce d'hier des 26 pour dire on est prêt à apporter les garanties de sécurité. Mais combien de doutes en réalité? Et Poutine joue-t-il une bonne carte en tentant de décourager ceux qui ont un peu peur? On continue d'en parler avec vous, Pascal Boniface. Je vous accueille sur ce plateau. Vous êtes directeur fondateur de l'IRIS, auteur de l'Atlas des relations internationales. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. On va en parler donc ensemble dans le grand dossier dans un instant. Est-ce que ces menaces aussi peuvent marcher sur Donald Trump quand on voit qu'il est peut-être en train de prendre le large et qu'il se désengage militairement et financièrement, économiquement du côté des pays baltes? Le grand dossier se poursuit dans un instant. À tout de suite. Devant le grand dossier avec ce thème frapper nos soldats, la menace de Poutine. Et pour en parler, je resalue Pascal Boniface. Bonsoir et merci vraiment d'être avec nous. Directeur fondateur de l'IRIS, auteur de l'Atlas des relations internationales. Toujours à vos côtés, Christine Dugouin-Clément, toujours Gallagher Fenwick et le général Richoux. Et donc, je vous le disais, cette question maintenant, et si Poutine appuyait vraiment là où le bas blesse? Derrière le « nous sommes prêts » lancé par Macron hier à l'issue de son sommet à l'Élysée, combien d'hésitations? Et est-il malin, Poutine, d'essayer d'impressionner ceux qui pourraient effectivement encore douter, voire quitter la partie? Peut-il y parvenir? Regardez la carte de ceux qui aujourd'hui sont en faveur ou non d'un déploiement en Ukraine. Et devant cette carte, Pascal Boniface, estimez-vous qu'avec ces mots, ces intimidations, ces menaces, Poutine peut en faire reculer certains? Il y a quand même déjà deux pays absents qui sont quand même assez importants et qui sont très engagés en faveur de l'Ukraine, c'est l'Allemagne et la Pologne. Et donc c'est quand même et ce sont les deux principales puissances militaires terrestres. Donc elles manquent à l'appel. Le fait que les trois États baltes soient prêtes à partir est un peu moins important que cela. Et en fait, il tape là effectivement, et puis l'Italie également. Parce que même si Meloni s'est ralliée à l'OTAN et est une fidèle supportrice et de l'Ukraine et de l'OTAN, elle n'est pas au point d'envoyer des troupes. Mais en fait, la vraie question, c'est est-ce qu'on envoie des troupes après un cessez-le-feu ou pendant que les combats continuent? Et c'est bien sûr pas du tout la même question. Et je ne suis pas sûr que le Royaume-Uni et la France ou les autres pays soient prêts à envoyer des troupes pendant que les combats continuent, pendant qu'il n'y a pas de cessez-le-feu, parce que ça veut dire tout simplement, et rappelez-vous, il y a maintenant plus d'un an, le président Macron avait émis l'hypothèse que l'on puisse envoyer des troupes pour aider l'Ukraine, qui a effectivement un déficit démographique, un manque de soldats par rapport à la taille de l'armée russe, sauf que c'est prendre le risque de s'affronter directement avec la Russie, et c'est pour cela que Biden a toujours été prudent, qu'il a toujours dit « no boots on the ground », et je ne crois pas que même la France, même le Royaume-Uni envoient des troupes s'il n'y a pas de cessez-le-feu. Et donc je pense que là, disons que pendant très longtemps, les Européens ont adhéré à des buts irréalistes de guerre de l'Ukraine en disant qu'il fallait que l'Ukraine reconquiert les territoires. Et là, si on commence toujours à parler de la fin du conflit en ayant des buts de guerre irréalistes, on va envoyer des troupes alors qu'on sait que la Russie le refuse et que les Américains ne veulent pas le garantir, alors que même les Britanniques disent on ne fera rien s'il n'y a pas une garantie américaine, je crois qu'on ferait mieux de passer à autre chose tout de suite que de s'accrocher à des choses qui ne sont pas dans l'ordre du réel. Alors justement, le gros doute, c'est du côté des États-Unis. On l'a bien compris, aucune réassurance à l'issue du sommet encore hier. Et Zelensky lui-même le dit dans son interview exceptionnelle qui a été accordée au Point. Sans les États-Unis, si je devais résumer, tout ça ne tient pas. Et le chancelier allemand dit à peu près la même chose. La question est de faire en sorte que Poutine ne recommence pas la guerre. Ce sont deux garanties de sécurité totalement différentes. Et donc, pour que le Poutine ne relance pas une guerre, l'Europe seule ne suffit pas.
Il faut une alliance entre l'Europe et les États-Unis. Nous dépendons de l'aide américaine. Nous voyons que la Chine, le Brésil et d'autres pays du monde se sentent libres dans leurs relations avec la Russie. Un nouveau partenariat apparaît sous la forme du format dit de Shanghai. Je dois avouer que je suis préoccupé par le fait qu'en tant qu'Européens, nous ne pouvons pas actuellement jouer le rôle que nous aimerions réellement jouer, que nous devrions jouer pour garantir nos intérêts. Je vais citer Grégory Phillips, le chef du service international de LCI, qui disait c'est un château de sable. Tout ça est un château de sable et c'est bien facile en réalité pour Poutine d'appuyer dessus. Là. Un château de sable ou un château de cartes, en l'occurrence, avec des fondations qui paraissent dans ces déclarations, à la fois celles du président ukrainien et plus encore du chancelier allemand, très fragiles, parce que tout à l'heure, vous diffusiez cette carte avec les hésitations des uns et des autres sur l'Europe continentale, en incluant la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, etc. Mais la vérité, c'est que cette carte, il faut l'élargir et mettre des pointillés sur les États-Unis. L'immense point d'interrogation qu'il y a au-dessus des États-Unis, avec, on va en parler, des déclarations erratiques, des promesses qu'on a du mal à lire, Donald Trump qui s'exprime comme une espèce d'oracle de Delphes, qu'il faut sans cesse réinterpréter avec tout plein d'ambiguïté. Ça fait éclater à nouveau au grand jour notre incapacité en tant qu'Européens à assumer de manière souveraine et indépendante la sécurité de notre continent sans avoir à systématiquement regarder derrière nous en direction des Américains en se demandant ils viennent ou ils viennent pas. Alors, les Américains, du coup, on y reste, tout est fléché vers eux, bien évidemment, et on a compris, j'insiste, hier, que rien n'était décidé dans l'esprit de Donald Trump, surtout pas nous soutenir l'Occident dans son face-à-face avec Poutine. Dans quelle mesure les mots de Poutine qui menacent de cibler, de frapper ceux qui viendraient essayer de défendre l'Ukraine après un cessez-le-feu, est-ce que Poutine cherche à mettre la pression sur Trump également par ses déclarations? Bonjour à vous, Justine Jankowski. Merci beaucoup d'être en direct avec nous depuis Washington. De quelle mesure, selon vous, ces propos sont de nature à impressionner Donald Trump ? En tout cas, si Donald Trump est impressionné, il ne laisse rien paraître. Et ce qui est sûr, c'est qu'il ne l'admettra jamais publiquement. Mais on sent qu'à chaque fois que les journalistes américains lui demandent pourquoi vous n'imposez pas des sanctions plus strictes sur la Russie, il répond toujours sur la défensive. Il dit qu'il sanctionne l'Inde, la Chine, et donc c'est une manière indirecte de punir la Russie. On sent aussi, surtout, sa frustration grandissante, son pessimisme quant à l'issue du conflit. Alors, il est loin d'avoir quitté le navire. On a vu qu'il avait participé au téléphone à la réunion de la coalition hier, mais c'était surtout en fait pour mettre la pression sur les Européens en disant qu'il fallait qu'ils mettent la pression sur la Chine pour miner indirectement la Russie. C'était surtout ça le ton de son message. Et d'ailleurs, c'est intéressant, on lisait ce matin dans CNN que finalement aujourd'hui, Donald Trump et Vladimir Poutine semblent être à peu près sur le même ton, sur la même ligne, c'est-à-dire de remettre la responsabilité sur l'Europe. Merci infiniment, Justine Jankowski, avec Armelle Exposito. On se retrouve un tout petit peu plus tard, puisque nous allons revenir sur les révélations du Financial Times, selon lesquelles le président américain veut réduire l'aide qui protège l'Europe de l'Est. On y revient dans un instant. Pascal Boniface, est-ce que vous pensez que Poutine, là encore, appuie là où il faut, avec un Donald Trump en menaçant d'attaquer toute forme d'engagement? Il y a une complicité objective entre les deux. En fait, Poutine fait peur aux Européens qui se réfugient dans les bas de Trump et qui abandonnent en fait toute revendication parce qu'ils ont trop peur de la Russie. Et quand Trump demande aux Européens de faire pression sur la Chine, lui-même ne prend pas de sanctions contre la Chine. Donc c'est quand même un comble. Madame von der Leyen est allée dans un sommet Union européenne-Chine à Pékin où elle a exigé que la Chine cesse d'aider la Russie. Donc les négociations commerciales se sont très très mal passées. Par contre, ensuite, elle a tout cédé à Donald Trump dans son golfe. Mais si Donald Trump veut faire pression sur la Chine, il a qu'à mettre des sanctions sur la Chine. Il en met sur l'Inde. Mais la Chine achète aussi du pétrole à la Russie, aide la Russie bien plus que l'Inde. Et Trump se garde bien de mettre des sanctions sur la Chine. Il demande à nous de le faire. Il faut quand même que nous sortons de cette naïveté. On est toujours à dire ça va s'arranger si on demande plus gentiment, si on se courbe un peu plus. Trump va être gentil et va nous accorder quelque chose. Mais non, Trump ne comprend que le rapport de
de force. Et nous, on pense qu'on est dans un monde où les signatures de pactes, les signatures d'alliances, les bonnes manières sont encore quelque chose, que nous sommes des démocraties, que donc il va faire un geste. Non, il ne comprend que les rapports de force et il voit que nous sommes faibles. Donc il ne tient pas compte de nous et il nous méprise encore un peu plus à chaque fois que l'on cède. On se pose à chaque fois la question, va-t-il nous lâcher? Mais est-il déjà en train de le faire? La réunion entre une quinzaine de chefs de gouvernement d'État hier et le président américain n'a pas été un long fleuve tranquille. Et ça, on va le voir ensemble, Gallagher, Fenwick. Allez, on avance ensemble. Vous allez nous raconter, Gallagher, cette réunion qui a en réalité été parfois tendue, et vous allez le faire en 3 actes, Gallagher. Ça commence par un coup de gueule américain. Effectivement, vous dites tendu, houleux, selon Axios qui rapporte les coulisses de ce coup de fil. On est jeudi, 14h en heure de Paris. Il y a une trentaine de nations qui font partie de la coalition des volontaires. Il y a un échange téléphonique articulé principalement entre 2 hommes, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue américain Donald Trump. Et ça se passe mal. Pourquoi? Parce qu'il y a un transfert de responsabilité lorsqu'on constate un échec, celui des Américains, à mettre la pression sur les Russes pour qu'ils avancent en direction de la table des négociations. Et là, vous avez cet homme, Steve Witkoff, qui est présent à Paris, qui a vu ceux qui sont présents, les chefs d'État et de gouvernement, réunis autour d'Emmanuel Macron, qui conjointement avec le Premier ministre britannique Keir Starmer est à la tête de la coalition des volontaires. Steve Witkoff, il accuse les Européens d'être finalement ceux qui empêchent, qui bloquent, en disant « vous achetez du pétrole russe via l'Inde ». C'est en partie vrai, mais pas certain que ce soit pour cela que les Russes, franchement pas certain du tout que ce soit pour cela qu'ils ne viennent pas à la table des négociations. Ça, c'est l'acte 1 et un acte 2. Effectivement, et Donald Trump, eh bien, qui lui est à Washington au bout du fil, qui renchérit après ce qu'a dit son émissaire Steve Witkoff, qui dit l'Europe, vous achetez du pétrole russe et en cela, vous aidez la machine de guerre russe. En clair, il faut comprendre finalement cet échec à faire venir Vladimir Poutine à la table des négociations afin qu'il rencontre directement Volodymyr Zelensky, c'est de votre faute à vous les Européens. Et l'acte 3 que je promettais ? Avec Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, qui essaye d'arguer avec des faits, avec du sérieux, en disant les importations de pétrole russe, c'est factuel, ont été massivement réduites sur notre continent. On va peut-être voir les chiffres qui démontrent quelle réalité derrière Voilà, le mot. Quelle réalité. On est passé, vous le voyez, de 113 millions de tonnes en 2021 à 13 millions de tonnes. En l'occurrence, il y a 2 pays européens qui sont exemptés. Lesquels? Des copains de Donald Trump. Pardon pour la familiarité, mais on parle de Viktor Orban, le Hongrois, et Robert Fico, le Slovaque. Devinez où est Robert Fico aujourd'hui, vendredi? Il est à Kiev. Il rencontre en ce moment même, il n'est pas à Kiev d'ailleurs, il est dans l'ouest, à Oujgorod, où il rencontre Volodymyr Zelensky. Le pétrole, ça va faire partie du sujet. Là, et je termine par là, où il y a un problème, c'est que quand les Européens leur demandent d'arrêter ces importations de pétrole, rappelez-vous ce que Donald Trump a dit à Volodymyr Zelensky après que les Ukrainiens aient ciblé l'oléoduc qui ramène du pétrole de Russie en direction de la Hongrie et de la Slovaquie. Donald Trump a envoyé une lettre à Viktor Orban en disant « Je suis très en colère, tu es mon ami Viktor, dis-le au Slovaque Robert Fico ». Merci beaucoup Gallagher. On y retourne sur le plateau et à la sortie de la réunion, les seuls messages envoyés par Trump, c'est de laisser fuiter ce coup de gueule sur le pétrole, de demander de faire une pression sur la Chine. Et la seule photo qu'il a publiée, c'est pas celle de sa réunion avec les dirigeants, non, c'est une photo aux côtés de Vladimir Poutine. Comment vous l'analysez, Pascal Boniface ? Les États-Unis veulent qu'on arrête d'acheter du pétrole ailleurs que chez eux. Ils sont excédentaires, ils veulent forer. Trump s'appuie sur le lobby énergétique et donc le but depuis longtemps. Lorsqu'il y avait déjà le gazoduc soviétique en 82, les Américains râlaient contre cela, voulaient qu'on arrête. Et puis donc là, en fait, ils voudraient qu'on achète du gaz, du pétrole, du gaz liquéfié chez eux et de cesser cela. Très franchement, celui qui aide Poutine, c'est quand même plutôt Trump en abandonnant toute aide à l'Ukraine. Il aide beaucoup plus que les pays européens. Avec en plus, comme l'a dit Gallagher, c'est que les 2 qui achètent le plus de pétrole à la Russie sont les plus proches politiquement de Trump. Donc tout ça est contradictoire. Mais je me suis même demandé si le pétrole n'était pas une sorte de prétexte de Trump pour se désengager, trouver un point de colère, un point de fixation pour dire vous voyez c'est de votre faute, c'est parce que vous faites ça que moi je n'irai pas. Et puis je pense que pour ces électeurs dire les Européens quand même au lieu d'acheter du pétrole chez nous, ils achètent aux Russes, c'est pas logique, on fait bien de leur souffler dans les branches et c'est quelque chose effectivement où on est en contradiction puisque en plus on est en contradiction avec notre propre discours. On a arrêté d'acheter, on a coupé les gazoducs en disant on peut pas alimenter la machine de guerre russe et finalement on continue à le faire. Donc on a tellement claironné qu'il était immoral d'acheter du pétrole russe
que si on continue à le faire, on est en contradiction avec nous-mêmes. Donc on est aussi en contradiction avec nous-mêmes là-dessus. Alors ceux qui nous regardent tous les jours savent qu'on cherche parfois quand même les signaux positifs, et on s'est arrêté sur cet article de NBC News qui dit que les États-Unis pourraient prendre l'initiative de surveiller la zone tampon en Ukraine s'il y a accord de paix avec la Russie. Bon, est-ce qu'il faut retenir ? Cherche la lumière. Il ne faut pas que ça vous fasse sourire. Je sais que certains me pensent naïve, mais j'essaye, vous savez. Non, mais ça veut dire... En gros, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il continue d'y travailler, Trump, à l'après, qu'il y a quand même des signaux auxquels s'accrocher ? Là, si vous êtes capable d'être dans la tête de Trump pour savoir quels sont les signaux qui sont bons et ceux qui sont mauvais, vous êtes très très forte, parce que moi, moi je suis là pour poser les questions. Je vous soumets l'exercice. En revanche, ils ne veulent pas effectivement de troupes au sol, mais ils peuvent continuer. Par exemple, la surveillance, c'est le renseignement. Donc, une des choses classiques qu'ils pourraient continuer à fournir dans le cadre d'un cessez-le-feu, c'est le renseignement aux troupes occidentales, par exemple, de même qu'un peu de logistique, etc. Mais en revanche, ils excluent absolument de participer aux forces de réassurance. Mais le renseignement, ils sont sans égal, et donc ils pourraient effectivement faire quelque chose pour la coalition à ce moment-là. Christine Dugouin-Clément. Je ne suis pas sûre de voir autant de lumière. Déjà, il y a le conditionnel. Je m'en doutais un peu, j'ai un peu forcé le trait. Voilà, déjà, il y a le conditionnel, pourrait. Donc, pourrait si quoi ? En fonction de quoi ? Où est-ce qu'on poserait la zone tampon ? Sous quelle modalité, avec qui, comment. Donc là encore, on a énormément de flou. Donc effectivement, on peut faire un effet qui est d'annonce qui ne coûte pas vraiment grand-chose. Est-ce que ça peut se réduire à assurer une protection sur les emprises où il y a des intérêts américains, puisqu'il avait été dit que ça représentait en soi une protection jusqu'à ce que des emprises qui servaient des intérêts américains soient également ciblées par des frappes russes. Donc là encore, moi je resterais extrêmement modéré. Et puis, il y a quand même eu un autre signal qui a été posé depuis le mois de mars, c'est que les Américains ont replié la task force qui visait les hackers dans le cyberespace russe. Or là, on est quand même sur une frappe économique, industrielle, qui va toucher les industries, qui va toucher le secteur public comme civil. Il y a quand même des choses qui sont loin d'être totalement inintéressantes. Et encore une fois, on est sur du conditionnel et pour moi, tout est extrêmement flou. Vous pouvez finir d'éteindre la lumière, je suis prête. Non, pas forcément. Deux choses. La première, c'est que, on est obnubilé, c'est bien normal, par Donald Trump, mais il y a un travail concret qui est effectivement fait, et vous y faisiez référence, notamment au niveau CEMA, NSA et MAE. Donc, Marco Rubio, côté Affaires étrangères et NSA américain, et Dan Kane, côté CEMA avec ses homologues français, britanniques, etc., qui font un vrai travail concret. D'abord sur ce qui s'appelle les capacités de régénération de l'armée ukrainienne, donc renforcement des capacités militaires, contour global d'un éventuel accord de paix, et puis garantie de sécurité. Là, en l'occurrence, les Américains, ils ne se mouillent pas trop. Qu'est-ce qu'ils proposent ? Simplement de maintenir un dispositif qui est déjà là, qui est un dispositif satellitaire et dronique de surveillance. Donc, il ne faut pas croire que c'est des hommes américains et des femmes américaines qui vont être avec leurs jumelles ou à terre pour observer. Non, c'est juste continuer d'exploiter de l'imagerie. Et par ailleurs, la présence de troupes. Ils évoquent deux nations, et c'est assez malin de leur part, non otaniennes, saoudiens et Bangladesh. Pourquoi ces deux noms-là ? Peut-être parce qu'il y a eu, effectivement, des conversations concrètes, toujours à ces mêmes niveaux avec ces nations, sur la présence de troupes. Donc, il y a un travail concret qui est fait. Maintenant, je vous le confirme, si l'homme qu'on voit à l'écran il décide de tout bazarder, tout ce qui a été fait pendant des semaines et des mois, ça part à la poubelle. Voire des années. On en vient à cette information du Financial Times. Les États-Unis veulent réduire l'aide militaire qui protège l'Europe de l'Est face à la Russie. Donald Trump, il ferme les vannes. L'Europe ne peut plus compter sur les États-Unis de ce côté-là. La fin de ce programme de longue date peut avoir un impact très lourd. Et ça, on va le voir ensemble, Général Michaud. Je vous invite à me suivre. Quels sont les pays, pour commencer, qui sont concernés, Général, par ce désengagement américain ? Vraisemblablement, les pays baltes, ça me paraît les premiers. Puis après, il faut voir, il y avait quand même des hubs logistiques qui passaient par la Pologne, et donc pour l'Ukraine, et donc il faudra s'interroger pour savoir si ces hubs logistiques, si une partie des troupes américaines en Pologne, qui étaient en tournante, en fait, qui viennent en Europe pour une durée limitée, sont aussi concernés. Il faut bien voir qu'il y a à peu près 85 000 hommes en Europe, et il y en a 20 000 qui sont tournants et qui sont à peu près liés à la guerre d'Ukraine, pour simplifier. Okay. Et donc, c'est ces 20 000 hommes-là qui pourraient effectivement, à un moment donné, soit partir, soit être fortement réduits. Alors, avec quelles conséquences concrètes ? Parce que, je le rappelle, on parle potentiellement de centaines de millions de dollars versés aux pays limitrophes de la Russie.
Oui, alors avec les conséquences, effectivement, c'est que ces pays-là sont souvent, par exemple, comme la Pologne, dépendants de l'aide américaine. Par exemple, les Polonais, eux, sont sur le limes, ce que j'appelle le limes, c'est-à-dire contre la Bélarus. Et donc, si demain, ils ne peuvent plus acheter, je ne sais pas moi, des missiles patriotes ou ce genre de choses-là, ça va leur poser un problème parce qu'ils sont quand même assez dépendants des Américains, même si les Polonais achètent beaucoup aussi en Corée du Sud. Leurs blindés, etc., leur artillerie vient de Corée du Sud. Mais ils achètent maintenant des F-35, ils achètent des Patriotes, ils ont quand même une grande partie de leur armement qui vient des Américains. Et donc, ça va être forcément, à un moment donné, poser un problème logistique, tout simplement, parce qu'on ne remplace pas un matériel par un autre du jour au lendemain, même si on décide que l'industrie d'armement européenne pourrait suppléer. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se fait sur le moyen long terme, et non pas selon les nécessités de la guerre. Et donc on le revoit ici, fin de la fortification du flanc oriental du continent européen, fin de la formation de militaires dans les pays baltes et donc des centaines de millions de dollars en moins pour cette région-là. Je le promettais, Justine Jankowski, on vous retrouve du côté de Washington. Cela dit quoi selon vous des volontés de Donald Trump, d'un Trump qui se désengage ? Alors, est-ce que c'est un désengagement ou est-ce que c'est finalement le signe que Donald Trump n'a jamais eu vraiment l'intention de s'engager plus largement en Europe? C'est la question que se pose aujourd'hui la presse américaine. Dans ce papier du Financial Times, il y a d'ailleurs des officiels qui se confient, qui disent que les États-Unis ne peuvent pas continuer à aider autant l'Europe militairement, qu'il faut redéployer les forces dans d'autres zones. Il y a 3 zones importantes pour Donald Trump. D'abord, la frontière avec la lutte contre l'immigration, la lutte aussi contre le narcotrafic et puis bien sûr la Chine qui montre de plus en plus les muscles. On l'a vu avec son impressionnante parade cette semaine, une parade qui n'a pas laissé Donald Trump indifférent. Donc finalement, le message, il est clair, l'Europe n'est pas la priorité pour le président américain. Elle ne l'a d'ailleurs jamais été. Rappelez-vous, pendant sa campagne, il n'arrêtait pas de fustiger Joe Biden en disant qu'il gâchait, qu'il gaspillait des millions de dollars dans l'aide à l'Ukraine. Donald Trump voit aussi que l'Union européenne fait des efforts, prend des initiatives pour muscler sa propre défense. Et d'ailleurs, la Maison-Blanche a confirmé que cette décision, ce désengagement, il avait été fait en coordination avec les Européens. Merci infiniment. Justine Jankowski avec Armelle Exposito en direct de Washington. Merci beaucoup à toutes les deux. Pascal Boniface, les conséquences pour commencer, avant l'analyse, les conséquences selon vous d'un tel désengagement? Les conséquences, c'est le signal envoyé et aux pays européens et à la Russie. Donc c'est quand même un lâchage. De nouveau, il y a une dissociation. C'est quand même la remise en cause de l'Alliance Atlantique, de l'article 5, qui prévoit une clause automatique d'assistance. Et c'est le monde occidental tel qu'on le connaît depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qui est en train de se fissurer. Puisque s'il n'y a plus de garantie américaine aux pays européens, il n'y a plus d'Alliance Atlantique et il n'y a plus de monde occidental tel qu'on le connaît. Et je soupçonne Trump de vouloir dire, nous on disait après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne paiera. Trump dit l'Europe paiera. L'Europe paiera pour les armes qui étaient autrefois fournis gracieusement à l'Ukraine par les États-Unis sous Biden. C'est désormais à nous de les payer. Et je ne serais pas étonné que les pays baltes viennent en rang serré dire restez et on va payer. Finalement, le Japon, la Corée du Sud payent bien le stationnement des troupes américaines. Et je suis sûr que des pays européens vont dire mais restez, on paiera. Là, pour l'instant, on est à genoux. Peut-être que bientôt, on va ramper. Mais il y a une sorte de chantage permanent de Trump. Et s'il maintient aussi un petit peu la surveillance aérienne, c'est pour ne pas couper complètement, justement pour pouvoir dire attention, je peux faire encore moins. Et donc il nous soumet à un stress permanent et comme les pays européens disent eux-mêmes, nous n'avons pas d'alternative. Mais quand Mme Thatcher disait il n'y a pas d'alternative, elle le disait de façon volontariste pour faire quelque chose, nous on le dit en étant prêts à aller au sacrifice. Il nous met sous pression et ça marche ? Oui, ça marche parce que Pascal Boniface s'exprime au futur, mais c'est déjà des verbes qu'on peut conjuguer au présent. Des promesses ont déjà été faites dans l'espoir que les États-Unis se maintiennent. Maintenant, ce qui était intéressant, c'est que sur votre carte, au tableau avec le général Richoux, vous êtes concentré essentiellement sur les Baltes, la Pologne, etc. Mais tout à l'heure, je vous parlais des copains, entre guillemets, de Donald Trump, qui sont également concernés. Et c'est là que la conversation se complique. Je pense notamment à la Slovaquie, à la Hongrie, où vous avez des groupements tactiques otaniens. Vous avez des pays qui achètent des F-16, des hélicoptères américains extrêmement chers, des missiles. Il est question de HIMARS, etc. Donc, ce sont des achats qui se comptent en centaines de millions de dollars. Ça n'a pas échappé au président américain. Et je pense que tout cela, c'est
assez simplement une technique de négociation, parce que ce qu'on voit sur le terrain et ce qu'on entend quand les hauts responsables militaires de l'EUCOM, donc responsables de la présence américaine sur le continent américain, s'expriment, c'est qu'eux, pour l'instant, il n'y a pas de changement. Les chiffres qui ont été donnés par le général Richoud à l'instant, 85 000 avec une rotation qui est un peu moins de 20 000, ils demeurent et ils n'ont pas reçu d'ordre, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de grand départ ou quoi que ce soit. En revanche, vous le dites et je termine par là, il nous met sous pression. Général. Oui, je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il faut bien comprendre qu'il y a 65 000 militaires américains en Europe qui n'ont pas l'intention de partir. Les forces de l'OTAN qui sont sur leur base, vous n'imaginez pas qu'ils vont évacuer Ramstein, qui est la plus grosse base d'Europe, et qui leur permet après de se projeter au Moyen-Orient. Vous n'imaginez pas qu'ils vont liquider la 6e flotte à Naples, où il y a 1 ou 2 porte-avions nucléaires qui stationnent en permanence et qui leur permettent de se projeter du côté d'Israël ou bien de la Syrie dès qu'ils en ont besoin. Donc là, vous êtes tranquille. Quand on nous parle de retrait américain, les forces de l'OTAN sur leur base permanente comme Solenzara, etc., ne partiront jamais. Là, on est véritablement sur les 20 000 hommes qui ont été envoyés en renfort sur le flanc Est pour aider à la guerre de l'Ukraine, c'est-à-dire les flux logistiques, la formation, etc., etc., et peut-être effectivement les flux financiers. Mais moi, je n'imagine pas non plus les Américains se priver d'une manne pour l'industrie d'armement de centaines de millions de dollars. Ça me paraît absolument délirant, et je suis assez d'accord, c'est peut-être plus une technique de négociation que quelque chose qui va arriver réellement. Allez-y. Ça, c'est quand même un des points sur lequel il faut rendre à César ce qui est à César et à Trump ce qui est à Trump, sur lequel il est éminemment cohérent, congruent et sur lequel il n'a pas bougé depuis même 2016 avec le partage du fardeau. L'Europe doit payer, l'Europe doit se défendre. C'est un des seuls points qu'il martèle à peu près comme un mantra et on est très clairement là-dessus. Donc là, on a un contexte qui fait qu'il est tellement tendu et qui a ce besoin de quelque part d'avoir ce filet de sécurité américain sous une forme ou sous une autre, et là encore, le diable se cache dans les détails. Donc ce qui donne un bras de levier et un bras de négociation effectivement beaucoup plus important. Donc bien sûr qu'il en joue, mais là-dessus, on est éminemment cohérent. Et c'est assez intéressant aussi, puisque on a quand même des pays, je pense à l'Estonie notamment, qui vient de passer à 5% sur ses dépenses de défense, comme c'était demandé. Donc il y a un petit peu plus de budget. La possibilité du payer, nous restons, comme ça a été évoqué, pourrait, à mon avis, être quelque part dans la pensée trumpienne. Ouais. Allez, à l'issue d'une longue négociation muette, encore un mot. Non, Scott Bessent, le secrétaire au Trésor américain, il va sur Fox Business, donc une des chaînes qu'affectionne tout particulièrement Donald Trump, et il dit, donc c'est pas des indiscrétions, il le dit ouvertement, nous surfacturons les Européens à hauteur de 10% sur les armes que nous leur vendons, afin de couvrir les coûts de l'éventuel soutien aérien que nous apporterions en cas de garantie de sécurité américaine à l'Ukraine. Nous revenons dans un instant sur les propos de Vladimir Poutine. On les rappelle, si des troupes occidentales mettent les pieds en Ukraine pendant les hostilités, nous partirons du principe qu'elles seront des cibles légitimes pour l'armée russe. Derrière les menaces, le peut-il vraiment frapper nos intérêts, nos hommes? Et comment ferait-il pour y arriver? Le général Richoud reviendra tout nous expliquer dans quelques instants devant l'écran. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Vous êtes bien devant le grand dossier avec cet enjeu de la journée, frapper nos soldats, la menace de Poutine. Revenons sur ces propos du patron du Kremlin. N'importe quelle force occidentale sera une cible légitime pour l'armée russe. Mais s'il le voulait vraiment, le pourrait-il? Et comment? On continue de se poser toutes les questions, toujours avec Pascal Boniface, que je resalue, auteur de l'Atlas des relations internationales, directeur fondateur de l'IRIS, toujours avec Christine Dugouin-Clément, toujours avec Gallagher Fenwick et également avec vous, Général Richoud. Vous êtes prêt? Vous êtes prêts parce qu'on va se poser toutes les questions concrètes ensemble devant l'écran. Alors, est-ce que Vladimir Poutine, s'il voulait frapper nos intérêts après un cessez-le-feu et notre présence ici, est-ce qu'il pourrait passer par la mer et la mer Noire? Non. Non, mon général. Non, car on sait très bien aujourd'hui qu'ils ont perdu entre 20 et 30% de leur flotte de mer Noire, donc ils n'ont plus la maîtrise de la mer Noire, pour une simple raison, c'est que la mer Noire aujourd'hui est une mer intérieure et que les missiles ukrainiens peuvent partir de terre pour frapper les navires. Premier exemple, le Moskva, avril 2022, donc c'est des missiles Mektum qui sont partis de terre et qui ont détruit le principal bateau et le vaisseau amiral de la flotte. Aujourd'hui, ils n'ont plus non plus de vaisseau de débarquement. Et donc c'est là qu'on voit que avoir cherché à vendre des BPC, ce qu'on appelait les bâtiments
bâtiments de commandement et de projection, et de commandement à l'époque de Nicolas Sarkozy était une grave erreur parce qu'il aurait pu les utiliser pour ce genre de débarquement. Aujourd'hui, ils n'ont plus les moyens de débarquer par voie de mer. Scénario 2, par la terre. Et là, on va regarder du côté de la Biélorussie. Et là, on sait qu'ils ont déjà réussi à passer par là. Alors, ils sont déjà passés par là au niveau de Kiev. Mais d'abord, ça veut dire quand même une véritable co-belligérance de la Bélarus. Vous me direz, ça est déjà le cas en 2022. Maintenant, là, vous avez ce qu'on appelle les marais de Pripetsk. Et les marais de Pripetsk sont très très difficiles à traverser pour des forces blindées mécanisées. Et d'ailleurs, les Allemands s'y sont cassés les dents en 1941 parce que c'est ce qui séparait le front centre du front sud. Et à l'intérieur de ces marais de Pripetsk, ils n'ont réussi à mettre qu'une division de cavalerie à cheval. Parce qu'on ne pouvait rien mettre d'autre. Vous voyez un petit peu. Et là-dedans, les Russes, d'ailleurs, dès 1941, ont produit une résistance tout à fait brillante aux forces allemandes. Donc là, c'est très compliqué d'attaquer plein sud, à part les axes, mais les axes sont très facilement coupables parce que c'est prévisible. Alors, général, l'autre scénario, c'est par le ciel. Peut-on imaginer Poutine violer l'espace aérien ukrainien, bombarder, tirer les missiles ? Alors là, oui, forcément, c'est ce qu'il fait absolument tous les jours. Et s'il y avait une force de réassurance demain qui s'installait, il faudrait bien entendu, en plus d'une marine, c'est-à-dire là ça pourrait être les Turcs qui ont déjà fait acte de volontariat, il faudrait effectivement une armée de l'air très puissante et aussi des vecteurs antiaériens très puissants pour protéger la force. Donc là il faudra vraisemblablement faire une bulle au-dessus de nos forces. Et effectivement, si demain nous avions une force de réassurance en Ukraine, c'est la menace aérienne qui paraît la plus probable. Merci Général, vous avez été parfait. Pascal Boniface, est-ce que ça vous semble complètement fou ? Est-ce que vous dites qu'il faut arrêter la politique et la géopolitique fiction, surtout jamais il ne mettrait de telles menaces à exécution ? Si on pensait qu'il ne les mettrait pas à exécution, il y aurait déjà des dizaines de milliers de soldats européens sur le sol ukrainien. Et si on ne les envoie pas, c'est qu'on sait que ça peut exister. Parce qu'effectivement, si on envoie des troupes dans un pays qui est en guerre, on est co-belligérant. On ne se contente plus d'une assistance technique et matérielle, on devient co-belligérant. Et en fait, les dirigeants européens le savent très bien. D'ailleurs, dans la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, la moitié des pays européens, y compris ceux qui sont les plus diplomatiquement actifs envers l'Ukraine, disent qu'ils n'enverront pas de soldats. Donc en fait, ce message n'est pas envoyé aux dirigeants européens qui savent très bien que s'ils envoient des soldats pendant les combats, ils peuvent devenir co-belligérants. Ça s'adresse aux opinions publiques pour qu'ils freinent d'éventuelles ardeurs et que dans le débat, les gens réalisent qu'effectivement, qui s'y frotte s'y pique. Alors, je rajoute les propos de Volodymyr Zelensky, toujours son interview dans Le Point. Il dit « Dans 2 ans, les Russes auront beaucoup de missiles, nous aussi, d'une portée de 5000 km. La mer ne protégera personne. L'océan ne protégera personne. » Et il ajoute « Les missiles pourront même avoir un jour une portée de 10 000 km. » Pourquoi ça vous fait réagir comme ça ? Parce qu'il ne s'adresse pas à nous, pas aux Européens. Il n'y a pas d'océan entre nous et là aussi, il s'adresse aux Américains. Et ça... La dernière fois qu'il a dit ça dans la Maison-Blanche, c'était par un mois de février pluvieux aux États-Unis. Ça s'est très très mal passé. Rappelez-vous, il a dit « You will feel it ». Et c'est là que Donald Trump, ça déclenche la colère de Donald Trump qui lui dit « C'est pas à vous de nous dire ce qu'on ressent ». Mais il a raison. Et il parle de 10 000 kilomètres. Vous savez la distance qui sépare la Russie des États-Unis ? C'est 85 kilomètres au niveau du détroit de Bering. Et donc effectivement, la Russie peut, si elle en a envie, taper l'Amérique continentale, les États-Unis. C'est déjà le cas. Il ne faut pas attendre 2 ans. C'est déjà le cas depuis les années 60. Depuis qu'il y a les missiles intercontinentaux, les États-Unis sont sous la menace russe. C'est pour ça qu'ils ont changé leur doctrine nucléaire en passant des représailles massives à la riposte graduée, parce qu'ils ne voulaient pas risquer Chicago pour défendre Berlin, pour défendre plutôt Bonn et Rome, puisqu'à l'époque Berlin était... mais il y a quand même Berlin-Ouest. Et donc, c'est rien de nouveau. Il n'y a pas à attendre 2 ans pour que Moscou puisse frapper sur le territoire américain. C'est une situation qui existe depuis une 50aine d'années. Casini Clément. Moi, je reviendrai un tout petit peu à rebours, parce que là, on est en train de se dire comment pourrait-il toucher et frapper des forces occidentales, mais ça... Encore une fois, pour qu'ils les frappent, si elles sont sur le territoire, il faudrait que ça soit déployé. Or, côté occidental, c'est très clair, c'est dans une situation de cessez-le-feu dont Vladimir Poutine ne veut pas. Tout ce qu'il met en avant prouve et démontre que non. Donc non seulement il parle aux opinions publiques, et là je vous rejoins, mais il y a aussi autre chose, c'est que quelque part, il est déjà en train de dire que de cessez-le-feu, il n'y aura pas. Et on est déjà dans cette approche-là. Donc oui, on est encore une fois dans cette déclinaison-là. On est avec un pays qui est belliciste et qui est en train de nous mettre dans une position
de stress test et de voir où on en est, parce qu'avant de savoir si on va reculer, il faudrait déjà voir si on avance. Général. Oui, et on peut considérer que Zelensky craint quelque part, comme nous le craignons d'ailleurs, le découplage entre les États-Unis et l'Europe. On le voit bien d'ailleurs, tout à l'heure, Peskov dit grosso modo, les Européens sont des battants en guerre, mais nous, sauf les États-Unis qui, eux, sont raisonnables et font tous leurs efforts possibles. Donc il y a un risque de découplage. Et là, il est en train d'expliquer, non, vous n'aurez pas de découplage parce que vous êtes sous la menace. Alors effectivement, c'est vrai que la menace, ça fait très très longtemps qu'elle existe, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais derrière, à mon avis, il y a toute cette histoire de découplage qui est, à mon avis, le but ultime de Vladimir Poutine entre les Européens et les États-Unis. En quelques mots, puisqu'on arrive au terme. En quelques mots, si on veut revenir à quelque chose de pragmatique, il y a quand même protéger le ciel ukrainien déjà dans la situation actuelle, et c'est le déploiement de Sky Shield, qui est une des questions avant même les garanties de sécurité, avant même le cessez-le-feu, qui serait une possibilité. Et ça, c'est un vrai sujet. Pascal Boniface, la conclusion vous revient. La conclusion, c'est qu'en fait, on est quand même dans la panade parce que on n'a pas les moyens de la politique affichée. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci d'avoir participé au grand dossier. Merci à vous, bien évidemment, de l'avoir regardé.